Bonjour, Jean-Yves Chauveau, je suis chargé de mission à la FNSEA à CVL et je suis basé à Tours, en Indre-et-Loire, à la FDSEA 37. Donc, on va essayer, dans le temps qui nous est imparti court, d'expliquer la PAC 2023, la partie éco-régime, mais aussi la partie BCAE 8, car c'est une des contraintes de la future PAC. Si vous avez des interrogations à l'issue du webinaire, parce que le question-réponse ne permettra pas de répondre à toutes les questions, et puis après, il faut pouvoir tester sur votre exploitation des choses concrètes. Sachez que vous avez des fiches d'explication sur le site fnseacvl.com, site qui est relayé aussi sur le site de la Fédé Île-de-France et sur le site de la Fédé 77. Donc, vous tombez sur cette page fnseacvl.com, Future PAC 2023. Vous cliquez dessus et comme c'est réservé aux adhérents qui payent les cotisations et qui paient le service derrière, il vous est demandé un mot de passe. Ce mot de passe, il est régulièrement donné dans les newsletters. Et vous atterrissez sur des boutons qui vous expliquent les généralités de la PAC, l'éco-régime, généralité qui était l'objet du webinaire de la semaine dernière. Et toutes ces fiches, vous avez eu accès lors des dernières newsletters qu'on vous a envoyées. Et par ailleurs, il y a deux possibilités de calcul éco-régime et BCAE, avec une version actuelle qui est une version assez pédagogique, comprendre plutôt à destination des réunions. Et d'ici samedi midi, vous aurez la version actualisée qui sera plus adaptée à votre situation personnelle pour la tester. C'est celle qui sert de support à l'exposé que je vais vous faire, mais il y a encore des vérifications, éviter qu'il y ait des erreurs de compréhension. Il faut que ça soit relu par d'autres personnes que le concepteur pour que ça soit facilement utilisable par tous. Donc, d'ici samedi midi ou peut-être un peu avant, vous aurez la version qui vous permettra de simuler le calcul éco-régime sur votre exploitation. Et puis, ça fera l'objet du webinaire la semaine prochaine pour le calcul des aides UGB. Vous avez aussi un élément qui permet de garder sur mon exploitation, sur mon élevage, comment ça se passe. Le webinaire, c'est une durée courte, on a 25 minutes au grand maxi et encore. Donc, on ne va pas avoir le temps de détailler tous les éléments négociés par la FNES et le réseau depuis 2 ans. Vous comprendrez au fur et à mesure les difficultés qu'il y a eu. C'est un schéma qui est contraignant, qui va nécessiter des adaptations dans 30 à 40% des exploitations. Il y a aussi derrière une baisse de la production par des contraintes sur la jachère. Donc, on pourra éventuellement discuter en fin de réunion, mais l'objectif, c'est surtout que vous compreniez pour que vous adaptiez sur vos exploitations dans le futur, si c'est nécessaire. Et ça permettra, après avoir compris, de mieux relire les articles qui ont pu être consacrés ces 6 derniers mois sur cette réforme de la PAC, mieux comprendre pourquoi on me parle de ceci ou de cela. Sur ce qui est de la présentation des diapos, j'ai essayé comme les informations sont assez complètes à chaque fois, j'ai essayé de réserver, je ne sais pas si vous pouvez gérer votre écran, mais si vous laissez une place en bas à droite avec l'image de ma collègue animatrice, moi-même, etc., c'est bon. Autrement, si vous consommez un peu de place dans le milieu de l'image, ça ne va pas faciliter la lecture du diaporama. Donc, techniquement, vous pouvez mettre l'image de la vidéo en bas à droite. Sur les principaux changements dans la PAC 2023-2027. Globalement, ce que vous a expliqué ma collègue la semaine dernière, c'est que ça reste à peu près pareil. Il y a 2 points qui changent. Le paiement vert qui est remplacé par l'éco-régime. Le paiement vert qui représentait 30% du budget est remplacé par un éco-régime qui va représenter 25%. Le paiement vert, c'était lié au montant de vos DPB. Vous le voyez sur votre paiement PAC que vous avez reçu au 8 décembre. Le paiement vert, c'est 69,15% de mémoire.
de votre portefeuille de DPB. Pour l'éco-régime, ça sera un montant forfaitaire qui ne sera plus lié au paiement des DPB. Et puis l'autre élément qui n'est pas directement dans la case éco-régime, mais qui est une vraie contrainte, c'est BCAE 8, maintien des éléments fixes du paysage. On va essayer de la détailler au fil de l'exposé. Ce qu'on vous donne, on ne va pas vous remettre l'avertissement à chaque page et dans chaque publication, mais c'est sous réserve d'acceptation par l'Europe. Et il y aura nécessairement des adaptations entre ce qu'on expose aujourd'hui et ce qui sera au final en 2023. Est-ce que ça sera des grosses adaptations ou des adaptations à la marge? La volonté du ministère de l'Agriculture, on l'a bien compris, c'est que ce soit des adaptations à la marge. Ils veulent aussi, en même temps, préparer l'outil de gestion, l'outil ASP, l'outil de contrôle, pour ne pas se retrouver dans le bazar qu'on a tous vécu en 2015, où il y avait une nouvelle PAC et les outils de paiement n'étaient pas là, avec toute la galère, surtout pour les gens sur la durée, pour les gens en MAE et en bio. Et ça aussi fait partie du schéma de discussion. Il fallait que les contraintes qui étaient mises, ça va nous paraître des contraintes un peu techno, ça n'a rien d'agronomique, mais il faut qu'elles puissent être vérifiées, calculées à partir de vos déclarations PAC. Et il y aura une nouveauté aussi, c'est qu'il y a des satellites qui passent, alors je ne sais pas si c'est tous les 4 jours ou tous les 7 jours, qui ont une vision pas très fine, mais qui permettent de vérifier l'état des cultures, etc. On verra que ce sera un élément non pas de contrôle, mais de surveillance, d'accompagnement des dossiers PAC à partir de 2023. Ça a été testé en 2021, ça le sera un peu plus en 2022, et ça va être un outil qui est intégré à la future PAC. Pour la BCAE 8, si on parle argent, c'est une contrainte qui va conduire à mettre à 2 à 4% des terres arables en jachère. Et en termes d'impact financier, c'est une conditionnalité. Donc, c'est comme aujourd'hui. Si on ne respecte pas la conditionnalité, suivant l'écart que l'on a, on a 3 à 20% de pénalité, mais sur l'ensemble des primes. Donc, ça fera aussi partie de la négociation franco-française de la mise en place de l'épaisseur des sanctions. Sur l'éco-régime, il y a 3 niveaux d'aide qui seront basés sur la réalité de la déclaration PAC annuelle. Un niveau supérieur de 69 à 80 euros d'après nos estimations, un niveau de base de 49 à 58, mais il y aura aussi un niveau zéro, pas d'aide, pour ceux qui ne respecteront pas les contraintes au moins de base. Alors, pourquoi on ne met pas des montants précis? Parce que c'est une enveloppe à partager, une enveloppe dont vous avez le montant dans la première diapo sur l'architecture, et comme c'est une enveloppe à partager, comme tout le monde, celui qui est plutôt là, il va vouloir passer là, celui qui est là, il va vouloir passer là. Naturellement, au fur et à mesure que il y a des surfaces qui vont répondre aux conditions de base et supérieures, au bout, le montant de l'aide va baisser. Donc, vous avez compris que 69, c'est plutôt s'il n'y a pas trop de monde qui répond aux conditions supérieures, mais il y aura beaucoup plus d'exclus, et ce n'est pas la volonté professionnelle qui est beaucoup d'exclus. Et ça fait partie de la trame de négociation qui persiste. Vous avez entendu parler aussi d'un bonus haie qui serait de 7 euros par hectare sur toute la SAU. C'est assez anecdotique, ça concernerait moins de 2% de la SAU française. Le ministère parle de 300 000 hectares seulement concernés. Et vous comprenez pourquoi. Pour y avoir droit, pour y avoir accès, il faut 6 km de haies pour 100 hectares de SAU. Avec mon bocage, je suis en zone de bocage éleveur, ça peut le faire, mais il faut que j'ai aussi 6 km pour 100 hectares de terre arabe. Donc, ma partie pleine, où il y a moins de... Il faut aussi que j'ai des haies. Ça ne va pas concerner grand monde. On peut parler du montant des aides, pour comprendre, et puis un petit regard sur la convergence rapide. Le montant des aides découplées. Si on prend une exploitation avec un DPB moyen, aujourd'hui, le DPB moyen, il est de 114 euros par hectare pour 2021. Si j'ai 100 hectares, je vais toucher 100 DPB moyens. Il y a le paiement redistributif, les 52 premiers hectares à 49 euros, plus le paiement vert qui est lié au DPB. Donc, pour le DPB moyen, le paiement vert, c'est 79 euros. Si je suis sur 100 hectares, ça me fait 21 848 euros. En 2025, le DPB moyen, il va passer à 122 euros. Pourquoi? Parce que le budget, il passe de 44 à 48%.
le paiement redistributif va être continué, et donc ce qui va être remplacer le paiement vert, c'est l'éco-régime. Donc, sans éco-régime, j'ai que mes DPB et mon paiement redistributif, 14 749 €. Si j'ai accès qu'à l'éco-régime de base, entre 49 et 58 €, on a retenu pour le calcul 54, 20 000. L'éco-régime supérieur, pareil, on a retenu 75, une estimation, 22 000. Donc, le débat, on voit bien l'importance de l'accès à l'éco-régime supérieur pour qu'il n'y ait pas de dégradation du soutien. Et on voit aussi que dans la philosophie du schéma monté par le ministère de l'Agriculture, il y a une incitation, une récompense pour celui qui est dans le supérieur. Donc, ça veut dire que s'il y a une récompense, c'est qu'il y a aussi plus de contraintes que pour celui qui est dans le régime de base. On va regarder le détail de l'éco-régime. Ce qui a été constitué, c'est essayer de répondre aux différentes situations des exploitations agricoles françaises. Il n'y a pas que des exploitations de céréales ou de polyculture élevage qui sont dominantes dans notre région. Il y a aussi des viticulteurs, il y a aussi des herbagers, il y a des arbaux, etc. Et donc, le ministère a conçu plusieurs pistes pour pouvoir accéder au niveau de base ou au niveau supérieur. On va les détailler une par une. On va commencer par la certification. Certification, c'est, si je suis certifié bio, je suis considéré comme un, entre guillemets, je parlerai mon propos, un bon élève, et donc je n'ai pas à tester les autres contraintes, et automatiquement, je suis dans le niveau supérieur de règles de la nouvelle PAC. Vous avez entendu parler qu'il y avait un débat un peu animé entre les bio et la HVE. Et donc, le HVE a aussi accès au niveau supérieur via la voie certification. Mais ce n'est pas l'HVE d'aujourd'hui, c'est l'HVE qui va être revu dans son cahier des charges, un peu durci. Dans ce schéma de certification, il fallait aussi faire un schéma de base, hein, accès au niveau de base de l'éco-régime. Ça s'appelle, dans le jargon ministériel, CE2+. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il va y avoir là-dedans, c'est en discussion. Ça va être un niveau intermédiaire avec des contraintes malgré tout. Est-ce que ces certifications, on va voir que pour la vigne notamment, il y a des contraintes où 75 à 95% du couvert interrang qui est dans les autres voies d'éco-régime ici, qui posent des questions, etc. Peut-être que pour ceux qui sont en bio ne seront pas concernés, pour ceux qui sont HVE, qui sont en proportion plus nombreux en vigne, pas concernés, et peut-être que le CE2+, sera un moyen de trouver une alternative pour ceux où cette contrainte-là sera trop importante. L'avenir nous le dira. Donc, le gros point qui a fait l'objet de beaucoup de littérature, etc., de tentatives d'explication, c'est la pratique, ce qu'on appelle voie des pratiques de gestion agroécologique des surfaces agricoles. Alors, le mot agroécologique, on l'a toutes les sauces, on l'a encore là. Et il y a 3 blocs de contraintes. Un qui concerne les prairies permanentes, l'autre vignes vergers et l'autre diversification des cultures. Pour avoir accès au niveau supérieur de l'aide, il ne suffit pas de répondre, avoir 5 points dans le bloc qui concerne les cultures, il faut avoir aussi au moins 95% de l'interrang qui est en couverture végétale pour mes vignes et vergers. Et si j'ai des prairies et que je suis obligé de les refaire, campagnols par exemple, il ne faut pas que j'en refasse plus de 10% par an en les labourant. Il faut que, donc, si je veux accéder au niveau supérieur, il faut que je respecte les 3 blocs d'exigence supérieure. Si je veux avoir accès au niveau de base, il faut que je respecte au moins le niveau de base pour les 3. S'il y a un seul des niveaux, je respecte un seul des contraintes de base, je ne respecte pas. Si j'ai niveau 0 sur un des 3 points, je suis éliminé et je n'ai pas la possibilité d'accès à l'éco-régime par ce schéma de pratique de gestion agroécologique des surfaces agricoles. Il pourra peut-être y avoir accès par un autre biais, par une autre voie, mais pas par celle-là.
Donc, c'est le niveau le plus bas obtenu sur une des catégories ABC. Et si c'est 0, j'ai rien. De quoi parle le ministère dans son schéma? Dans le ministère, c'est un cahier de 650 pages, sa proposition qu'il a montée à Bruxelles. Et dans le schéma du non-labour, l'objectif, c'est de conserver la biodiversité des prairies permanentes. Donc, en limiter le retournement, et s'il y a une nécessité de remise en état, essayer que ça soit fait par sursemis plutôt que par labour. Donc, dans sa déclaration PAC, chaque année, l'éleveur il indiquera si oui ou non il y a eu un labour entre l'année N et N-1, cette année et l'année dernière, pour mes parcelles en prairie permanente. L'éleveur ne pourra pas dire « Oh, bah, cause toujours, je vais raconter, je vais dire que je ne les ai pas labourés ». Il y aura une surveillance, je vous en parlais tout à l'heure, par image via les satellites tous les 4 jours. Ça ne concerne pas que les prairies, ça concernera toutes les productions. Qu'on soit d'accord, ça ne concerne que les labours avec ressemis en prairie. Ça ne change pas la possibilité qui reste dans la nouvelle PAC de passer des prairies permanentes en culture. La gestion des surfaces en prairies permanentes, la gestion globale des surfaces, elle reste collective au niveau régional. C'est ce qui s'appelle la BCAE1 que ma collègue vous a explicité la semaine dernière. Il n'y a rien de nouveau sur ce thème-là. OK. Si on regarde cette contrainte, normalement, sauf vraiment gros problème de campagnols dans les massifs, ça doit être gérable. Les campagnols étant par cycle. Pour ce qui est des vignes et vergers, donc, vous l'avez vu, il y a une contrainte. L'idée, c'est d'améliorer la biodiversité des vignes et vergers. Ça va dans les cahiers des charges que se mettent les ODG, les syndicats d'AOC. Ça va dans ce sens-là, mais malgré tout, notamment pour les appellations qui ont une faible valorisation ou qui vendent dans 20 pays, etc., l'interrent, c'est un coût de gestion, c'est une baisse de rendement. Et avec les faibles marges qu'ils ont, c'est une vraie contrainte. Malgré tout, c'est ce qui s'est décidé. Il faudrait qu'il y ait au moins 75% de l'interrent qui soit couvert pour avoir accès au régime de base sur l'ensemble de mon exploitation, pas simplement sur les 5 hectares de vignes si j'ai à côté 95 hectares de culture. On est bien d'accord, ce n'est pas 75% de toute la parcelle en vigne, c'est bien 75% de l'interrent, de ce qui n'est pas sous le rang. Donc, il y a des définitions qui restent à établir précisément, définition de sous le rang, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'interrang? Ça nous rappelle un peu les discussions qu'il y a eu autour du changement de l'homologation de l'AMM pour le glyphosate dans les vignes. Il y a aussi une définition de la durée de la couverture. Une couverture au moment du gel, ce n'est pas un bon plan. Voilà, c'est en négociation. Malgré tout, il y aura peut-être des difficultés en exploitation mixte vignes et culture. À cause de ce 75%, je peux perdre le niveau supérieur sur l'ensemble de mes cultures, ce qui est économiquement pas supportable. Donc, est-ce qu'on pourra passer par le HVE, le CE2+, séparer les activités, ou est-ce qu'au bout des négociations, seront suffisamment pragmatiques pour qu'il n'y ait pas une incitation à trop séparer les activités qui serait un moyen de ne pas respecter, vaut mieux un plus que pas d'amélioration vu côté gouvernement. Donc, le gros morceau qui concerne polyculture élevage, c'est la diversité des cultures et le pourcentage de SAU en prairie permanente, avec un système par points où j'ai les aides de base, si j'ai 4 points, j'ai les aides supérieures si j'ai au moins 5 points. Au départ, la volonté du ministère, c'était de parler de rotation. Alors, d'abord, les rotations, ce n'est pas facile à gérer dans un système annuel de paiement, comme on vérifie sur plusieurs années. Et puis, par ailleurs, qui dit rotation de culture, dit diversité de culture dans un assolement annuel. C'est ce qui a été plaidé par la profession. Donc, il y a un système de points qu'on va détailler, que vous reprendrez, qui fait un par bloc, le bloc des prairies temporaires et des jachères, où si j'en ai 5% des terres arabes, terres arabes, j'ai 2 points. 3 points, 30%, etc. Vous lisez. Il y a tout un paquet autour des cultures classiques, céréales d'hiver, céréales de printemps. Dans céréales de printemps, il y a maïs en silage. Plantes sarclées, c'est pommes de terre, betteraves.
oléagineux d'hiver, oléagineux de printemps. Donc, dès qu'il y en a un petit peu, 10, 5, 7%, on n'a qu'un point. Mais il y a 5 catégories. Si j'avais un petit peu dans chaque catégorie, je pourrais avoir 5 points. Et le niveau supérieur, la réponse est non, c'est plafonné à 4 points. Et puis, il y a un schéma autre culture de diversification. Dedans, par exemple, il y a le Moa, le millet, le sarrasin, le lin, etc. Où là, dès qu'on en a 5%, on a 1 point. 10%, 2 points. Et on retrouve ce même schéma où les marges sont incertaines sur ces cultures. Donc, il y a le même schéma d'incitation à les faire. Et on retrouve ça dans le cadre du plan protéines pour les légumineuses à graines, les légumineuses fourragères, les plantes utilisatrices d'azote. Si j'ai plus de 5% de mes terres arables qui est dans cette catégorie, j'ai 2 points. Et pour les exploitations supérieures à 100 hectares de terres arables, il y a aussi une incitation. Si vous en avez plus de 5 hectares, pas simplement 5%, vous avez 2 points. OK. Donc, on va essayer de comprendre l'application de cette contrainte-là dans mon exploitation pour voir si je passe pour avoir 4 points ou si je passe pour avoir 5 points. Vous aurez la liste des cultures, vous l'avez plus loin. Donc, exploitation blé, orge, colza, on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 points. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il est 14h25 et vous aurez accès au diaporama. Donc, pour passer à 4 points, je vais diminuer un petit peu mes surfaces et peut-être que je vais tenter les oléagineux de printemps, les tournesols avec tous les aléas qu'on connaît. Mais je ne suis qu'à 4 points. 54 € par hectare, pas 75. Si je veux passer à 5 points, en pratique, on va voir que souvent, ça conduit vers la jachère. Exploitation, polyculture, élevage, maïs en silage. Premier, on regarde l'assolement. Globalement, je suis au départ à 4 points. Si je veux passer à 5 points, on retrouve l'incitation aux légumineuses à graines qui est dans le cadre du plan protéines. Avec 2 points de plus, je passe de 4 à 6. Élevage ovin ou allaitant avec un peu de céréales. J'ai 10 hectares de prairies temporaires, 65 hectares de prairies permanentes, parce qu'il y a des règles qui sont mises sur les prairies permanentes. Si on a plus de 10% de la prairie permanente en SAU, on a 1 point. 40%, 2 points. Je regarde, je suis à 6 points. Dès qu'il y a de la prairie permanente, donc une faible surface en terre arable, on va calculer un pourcentage sur une faible surface, donc il n'y en a pas besoin d'en avoir beaucoup pour avoir des points. 5% de 100, ça fait 5, et 5% de 20, ça fait plus que… Je vous laisse calculer. Donc, je vais facilement avoir accès si je suis avec… Mais c'est normal, j'ai de la biodiversité. Par contre, ma contrainte, il faudrait que je vérifie que je ne refais pas plus de 10% de mes prairies en les labourant. Exploitation quasi uniquement herbagère, avec presque pas de culture. Pareil, on a nos 7 points. Exploitation 100% en herbe. Si on regarde le texte, j'ai 100% de ma prairie en prairie permanente, j'ai plus de 75% de la SAU, j'ai 3 points. On n'est pas certain sur l'interprétation du texte, il y a une incertitude. On nous dit que si j'ai moins de 10 hectares de terre arable, j'ai 2 points forfaitaires, ce qui ferait 3 plus 2, ce qui ferait 5. Ça reste à interpréter. Est-ce que si c'est 0 terre arable, cette règle-là s'applique ou pas? Mais en pratique, dans le schéma ministériel pour l'exploitation herbagère, c'est plutôt la voie numéro 2, biodiversité et paysage agricole. Et donc, dans la voie numéro 2, biodiversité et paysage agricole, ça s'applique avec un pourcentage d'éléments non productifs. C'est des éléments que l'on connaissait déjà dans les SIE. OK. Et donc, si vous avez au moins de 7% d'éléments non productifs, 7% sur la SAU, vous êtes bon. On comprend que ça soit sur la SAU puisque c'est destiné aux exploitations d'élevage. J'ai fait une simulation avec 3 km de haies, on n'est qu'à 4,77%, je suis à 0. Donc, effectivement, le coefficient haie est trop faible. Et le ministre lui-même de Normandie a dit « Je veux une PAC non de la haie et non une PAC de la jachère ». Et donc, il y a la volonté, c'est explicitement écrit par le ministère de l'Agriculture français,
d'améliorer le coefficient est. J'ai fait une simulation qui vaut ce qu'elle vaut, où on passe le coefficient est à 3 et notre élevage avec 3000 mètres de haies passe au niveau supérieur. Ce qu'il faudra intégrer aussi, c'est les alignements d'arbres, mais surtout les bordures de fossés. Les bordures de fossés comptent aussi, et puis les mares et les arbres isolés, comme dans le cadre du SIE. OK pour la partie biodiversité. Donc, pour ce qui est de l'autre nouveauté, la BCAE 8. Le texte de l'actuel BCAE 8 intègre, son équivalent intègre déjà l'interdiction de taille et de coupe d'arbres et de haies pendant la période de nidification et oblige au maintien des haies, des mares sur la base du 1er janvier 2015. Ça ne change pas. Par contre, ce qui est nouveau, dans le cadre du discours ambiant de biodiversité, etc., c'est une obligation de part minimale, non pas de la SAU, mais des terres arables, de la zone de plaine, de la zone de culture, consacrées à des éléments favorables à la biodiversité. Et les contraintes qu'on va détailler poussent à mettre 2 à 4 en non-production, en jachère de facto. On va comprendre pourquoi. Donc, on retrouve les mêmes éléments dits non productifs qu'on vient de voir rapidement pour la voie éco-régime paysage, mais avec un calcul uniquement sur les terres arables. Donc, j'ai pris une exploitation, là, notre exploitation qui avait qu'1 hectare de jachère, des jachères dans le bourg, il y a pas de, les terres sont productives, il y a plus de marge à les cultiver qu'à faire de la jachère, on n'est qu'à 1%. Et il y a 2 pistes pour respecter cette BCAE. Il faut qu'il y ait un pourcentage de terres arables en activité non productive avec 2 solutions, soit 4% de ces coefficients-là en terres arables, en surface agroécologique, en jachère, en haie, en bordure, etc. Soit la deuxième piste, c'est au moins 3% de ces éléments. Il faut que ces éléments représentent au moins 3% de la surface en terre arable. Si j'ai 100 hectares de terre arable, il faut que par les coefficients d'équivalence, ça me fasse 3 hectares, plus à côté des dérobés, les couverts estivaux des SIE qu'on a actuellement, ou des cultures fixatrices d'azote sans phyto. Il faut que le total de ce au moins 3, plus les couverts dérobés, les cultures fixatrices d'azote, fasse au moins 7%. Donc, c'est ça qu'on va essayer de simuler dans qui vous allez simuler dans vos exploitations. J'ai détaillé un petit peu plus une exploitation type de 100 hectares de terre arable. Il y a un bout d'hectare de jachère, des haies, j'en ai sur 200 mètres, des fossés, j'en ai sur 500 mètres. Il y a l'autre point qu'il faut qu'on regarde, c'est la bordure. Il y a un coefficient bordure. Et vous vous souvenez des déboires qu'on a maintenant avec les LNT riverains, et puis dans les départements de la moitié sud de la région centre, enfin, les 5 départements de la région centre hors Eure-et-Loire, la révision de la carte sur ZNT fossés, avec les contraintes qui en découlent et des linéaires en bordure de fossés importants. Donc, on sent que le ministère veut faire passer ces LNT par ces éléments de bordure, qui doivent faire au minimum 5 mètres de large. Comment je vais essayer de m'adapter pour respecter cette contrainte BCAE 8. Je vais faire un peu de jachère mellifère pour faire plaisir à mon voisin apiculteur qui ne me paye toujours pas les semences d'ailleurs, qui vient butiner chez moi mais ne me paye pas les semences. Je vais ajouter un peu d'hectares en jachère. Là, j'en avais 1 hectare, je passe à 1,23. Je vais recalculer mes haies, mon fossé. Et voilà, en regardant bien tous mes fossés, les LNT habitat, je ne savais pas si j'en faisais ou j'en faisais pas. Bon, j'arrive à 1 mètre, je compte mes arbres. J'arrive juste à 3%. Mais à 3%, pour passer avec la solution A, il m'en faudrait 4. Donc, je me pose la question de la solution B. Il me faut, pour atteindre 7%
d'équivalent surface au total, dont au moins 3% en éléments non productifs. Sur 100, il m'en faut 4. Les coefficients, je peux faire ça avec des cultures fixatrices d'azote sans phyto. Le coefficient, c'est 1, donc il m'en faut 4 hectares. Et ou des intercultures, des couverts SIE. Le coefficient ne change pas, il m'en faut 13 hectares 33. Donc, ce qui veut dire que dans le raisonnement de l'adaptation à 2023 pour l'éco-régime et la BCAE8, dans une exploitation qui est sans jachère, suffisamment productive pour être sans jachère, on va d'abord raisonner sans doute la BCAE8, puis adapter l'assolement à au niveau supérieur de l'éco-régime. On va essayer de comprendre comment on va s'adapter. Première adaptation qu'on avait vue tout à l'heure, je change un peu mes surfaces pour avoir 4 points et respecter le schéma éco-régime de base. Arrive derrière la contrainte BCAE8. Je vais peut-être me poser la question de faire 5% de jachère pour récupérer 1 point et passer de 4%. Pour aller passer à 4%, j'ai fait des oléagineux de printemps ou des autres cultures ou des légumineuses à graines. Et peut-être qu'avec la jachère, je vais passer au niveau supérieur. C'est visiblement le schéma qu'a conçu le ministère et pour lequel la profession a résisté. On a résisté, on n'est qu'à 3%, 4% de jachère, mais en additionnant éco-régime et BCAE8, il y a une vraie contrainte, diminution de production. C'est pour ça que les associations spécialisées ont dénoncé cette diminution de production.